Bonjour les gars. Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube comme vous l'avez vu très bien sûr. Aujourd'hui c'est l'étape 6 entre Mâcon et Dijon de 168 km sur ce Tour de France, 6ème étape, le lendemain de victoire de Marc Cavendish, énorme le sprint. En fait j'ai commencé à croire, j'ai dit dans le débrief normalement, c'est qu'à un moment tu vois on est à un virage, 3 bornes de l'arrivée, je vais encore jeter un bidon tu vois. De côté je me dis, mais Cavendish, il y a moyen qu'il le fasse parce que tout était bien fait. On nous dit dans la voiture Astana que ça ne lui convient pas spécialement le sprint, mais de l'autre côté, tu vois, assez rarement Astana depuis qu'il est là-bas rouler en tête de peloton. Ils ont tous été bien alignés et le sprint qui te fait, mais tu y avais cru, mais tu te dis non, mais c'est pas possible. Il l'a fait, tu vois, et c'était juste ouf. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Puis nous, on va se dire que si des échappés partiront sans doute, enfin sans nul doute, avec leur mission de résister au peloton dans les vignes de la côte chalonnaise, les sprinteurs devraient avoir le dernier mot sur la ligne droite finale qui se présente dans la préfecture de la Côte d'Or. Je n'ai même pas fait, mais après la sortie des Alpes, les larges routes menant à Saint-Vulbas sont propices à un contrôle serré des échappés. Le bouquet du vainqueur semble le premier sprinter, oui. Et là, c'était quoi l'échappée quitte l'étape quittera l'Italie après une longue montée vers cette la frontière étant ensuite réellement franchie en atteignant le col de Montgenèvre, puis après la montée du Lautaret. Il faudra s'attaquer aux 6242 mètres du Galibier, l'occasion pour les favoris de se tester en montagne. Bon là étape 6, 168 km de plat. On va envoyer des hommes à l'avant. On a eu un Van Poppel qui la veille a été assez performant, faut bien le dire. Vu que si vous n'avez pas vu l'étape d'hier, on fait 3ème. Même si je pense que c'est la vidéo la plus vue de ce Tour en temps réel à l'heure actuelle. Les vues vont de mieux en mieux hein, parce que jusqu'au début du tour on était sur les pires statistiques depuis depuis l'année limite où j'ai créé la chaîne. Faut bien se demander pourquoi le jeu est un peu catastrophique. Enfin vous me direz il y a bien Rugby 25 hein, qui va sortir avec des trucs avec des nouveautés qui arrivent un an après sur le jeu qui a l'air d'être éclaté de ce que les gens du rugby disent. Mais bon, je voudrais rappeler que j'ai vu qu'il y a une Nacon qui est bossé dessus. En Nacon ils font citer dev, faut pas non plus déconner hein. Ils étaient quand même sur WRC à une époque. Non, on va pas partir avec Van Poppel, on va partir avec Marc Waller à l'avant aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui la revanche des déçus de la veille. Avec un parcours encore plus plat qu'hier, les équipes de sprinteurs tenteront une nouvelle fois de maîtriser les débats pour se présenter groupés à Dijon. Très bien, très bien, très bien. Et bah on va aller à l'avant, mais mine de rien c'est vrai que je me suis pas mal entraîné au chrono, j'ai fait 2 fois avec Remco et 2 fois avec Roglic pour l'étape de demain. C'était assez compliqué, j'ai fait une fois en prudent, en vrai je suis un peu limité sur le chrono, donc je pense partir quand même avec Sobrero dessus. Pourtant j'en ai fait en pro team mais j'ai réussi à le gagner sur le Dauphiné, voilà. De toute façon la vidéo elle sortira dans la semaine qui... Non, elle sortira 2 semaines après la fin du tour je crois. Voilà, on va partir à l'avant. C'est vrai que le classement de la montagne est assez tôt. Bon, Mâcon-Dijon, évidemment, étape où il y a seulement un grimpeur à 30 étapes. Bon, autant vous dire que il va pas se passer grand chose. Bien au contraire, on aura. Enfin, oui, plutôt. Est-ce que ce serait pas un euphémisme de se dire qu'il va pas se passer grand chose? Je ne sais pas. Le bac de français encore là dans la tête. En plus, ces résultats vont bientôt sortir, mais j'étais nul dessus. Plus sérieusement, bah écoutez, on est bien parti. Vraiment, quand tu as ton niveau depuis 17 ans, même si ça te casse de moins je peux pas vous le cacher. Surtout quand tu vois qu'il y a plein de gens qui ont 18 autour de toi. Écoutez, on va aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, ça se voit aussi ici, on sera dans des vignobles aujourd'hui évidemment. Et on va parler de gastronomie. On va être dans la Bourgogne qui est du coup une région de l'Est qui s'est ralliée du coup à Bourgogne-Franche-Comté. Et là, je ne lis pas de fiche. Et qui notamment était ennemi de la France et qui était allié des Anglais lors de la bataille. Enfin, lors de la bataille, non, qu'est-ce que je raconte, lors de la guerre de 100 ans. Voilà, bon, au final, les Français se sont ralliés à eux et après, bon, bah, le roi d'Angleterre, au final, est parti parce qu'il faut aller dire que souvent on dit que la France a perdu cette guerre-là. Non, la guerre de 100 ans qui a duré en réalité 116 ans, notamment avec l'épidémie, pandémie de la peste noire à ce moment-là. Il faut rappeler juste un autre truc, c'est que on parle de trucs pas très corrects pour de maladies quoi sur un tour en temps réel, mais il faut bien le reconnaître aussi. C'est que dans cette guerre à la fin, théoriquement, même si la France ils ont un roi qui a capturé, enfin c'était n'importe quoi, on avait notamment même dû refaire des monnaies pour le libérer, et qu'il y a eu énormément de défaites, notamment l'histoire avec Jeanne d'Arc du coup qui s'est fait brûler sur le bûcher. Non mais vraiment c'est rigolo de quoi on parle. Et bah finalement, la France
a réussi à gagner entre guillemets cette guerre, vu que tout simplement le roi d'Angleterre n'avait plus de possession en France, enfin de territoire en France. Parce qu'à l'époque, l'un des rois d'Angleterre se disait qu'il était légitime tout simplement d'être roi de France également. Après ça, je ne l'ai pas fait depuis des années et des années. Je n'ai jamais quasiment vu cette guerre. Juste ça s'appelait Quelle aventure dessus. On a quand même dépensé bien, enfin beaucoup d'argent mine de rien aujourd'hui. Avec Marco Waller entré dans cette table, on a Chris Nyland, Magnus Cort Nielsen et Sean Quinn, le champion des États-Unis. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va peut-être se relever, hein, les gars. Enfin, ce serait bien sympa que vous preniez des relais. La seule côte de On est dans la côte du Bois-Clair, 1 km 700 à 6,6% de pente moyenne. Première et seule ascension de la journée en 4ème catégorie. Il fait seulement 1 point à prendre au sommet. Le puncher, alors oui, mais on a quand même une pointe de vitesse assez intéressante, mine de rien. Et puis il y a quand même Nyland et Cornison. On est peut-être le moins bon, mais bon, écoutez, on va tenter quelque chose. On est toujours meilleure équipe avec la Red Bull Bora. Écoutez, c'est la seule chose qu'il y a à faire pour les Barboudins entre guillemets aujourd'hui, donc on va y aller. Si on est fort punchy, on a du mal hein. Par rapport à eux. On s'est totalement battu avec Marco Waller. Hein. Voilà le classement du dernier grimpeur. On a un corps qui a une bonne pointe de vitesse. Donc voilà, mais on sait jamais, étape de transition, les corps sont quand même assez fatigués. Bon, Colombelle de deux églises, pour l'avoir déjà fait en pro leader, c'est vraiment une étape limite de 3ème semaine où tout le monde est fatigué, même si on aura en 2ème semaine aussi. Notamment Pau évidemment sur Lot. Qui seront propices à des échappées. Donc on ira à l'avant évidemment avec nos coureurs, des Nico Dens par exemple et des Marco Waller. Qui doivent en envoyer 2 à chaque fois. Hein. Bah, je pense que Marco Waller fera les 2 échappées surtout. Parce que bon, je pense qu'à l'heure, ces 2 étapes devraient lui convenir. Il a une bonne pointe de vitesse. Et puis écoutez, bah plutôt bien, on va faire un petit point culture d'ailleurs à l'heure actuelle. Est-ce que ce serait pas l'heure de se faire un point culturel? Moi je vous dis que oui. Et d'ailleurs en point culturel, évidemment on va parler de la ville de Mâcon, l'homme de Mâcon le plus connu. Je n'ai pas encore de fiche Wikipédia sous les yeux. C'est bien évidemment Antoine Griezmann, le champion du monde 2018 ans avec l'équipe de France. Bien reçu. Je reste dans les roues. Alors est-ce que ça pourrait être possible? Voilà. Mâcon du coup qui est une commune française capitale du Mâconnais, préfecture du département de Saône-et-Loire dans la Bourgogne-Franche-Comté. Au dernier recensement, la commune comptait 34 448 habitants tandis que son aire d'attraction qui s'étend sur 3 départements rassemble 138 633 habitants. Entre 167 et au minimum et 347 mètres d'altitude, on a le musée des Ursulines là-bas, qui est une collection d'objets archéologiques régionaux ainsi que peintures et sculptures occidentales depuis le XVIe siècle. En autre monument, on a le musée, les musées municipaux, ancienne cathédrale Saint-Vincent. Très bien. Le pont Saint-Laurent aussi. Et sur regarde qu'est-ce qu'on a d'autre, on a le mémorial Jean-Claude Barnadette. Très bien. La cité des climats et vins de Bourgogne. Et l'hôtel Senecé. On a quoi d'autre? On a l'église et cathédrale Saint-Vincent. Aussi, niveau bâtiment, là on met pas de fiche sous les yeux. L'église Saint-Pierre de Mâcon. Très bien, très bien. Donc là on fait notre petit front ferrand. Écoutez. Évidemment, on va parler du bourguignon, vous en doutez bien. Alors évidemment, on a le bœuf bourguignon. Tiens, qu'on vous le met ici, le bœuf bourguignon. Donc, c'est un plat de viande de bœuf braisé au vin rouge et servi avec une garniture composée d'oignons grelots et de champignons et de lardons. Très bien, très bien. Plat typique de la gastronomie française. On va parler de la Bourgogne, évidemment, qui est quand même sur 31 582 km². Ancienne région administrative, parce qu'aujourd'hui c'est Bourgogne-Franche-Comté, donc est une ancienne région administrative française constituée de 4 départements, la Côte d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire et Lyon. Alors Saône-et-Loire, j'imaginais pas trop, mais Saône-et-Loire c'est évidemment Chalon-sur-Saône notamment. Et les escargots de Bourgogne. Alors là, on est vraiment sur des trucs, mine de rien, que vous vouliez ou pas. Escargots de Bourgogne, mais on peut en parler. Escargots de Bourgogne ou escargots à la bourguignonne
sont une recette de cuisine traditionnelle de la gastronomie française à base d'escargots de Bourgogne sauvage et au beurre d'escargot. Au Portugal, ils en faisaient. Je sais qu'il y a un quart de finale de l'Euro dessus. Voilà. Je dis bien que j'ai beau être d'origine portugaise, je serai quand même pour la France parce que c'est quand même mon pays. Et que j'ai toujours vécu en France et que j'ai la nationalité française, donc voilà. C'est qu'on a une autre ville évidemment qu'on nous a mis ici qui a eu lieu aussi, enfin qui a eu une arrivée du Tour de France remportée par un certain Dylan Groenewegen, si vous en souvenez bien. En 2019, c'est Chalon-sur-Saône. On a du cirque Mandaire qui avait là-bas sur YouTube à l'époque. Chalon-sur-Saône est une commune française située dans le département de la Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 35 031 habitants. Au dernier recensement en 2021, il s'agit de la ville la plus peuplée du département, 4e ville la plus peuplée de la région et 2e plus grande ville de Bourgogne. Chalon-sur-Saône, parce que Dijon fait partie des 20 plus grandes villes de France. On en parlera tout à l'heure de Dijon, mais d'ailleurs on s'est vraiment fait... attendez, combien de kilomètres là pour le moment? On s'en est presque fait 30 en intégrité, on va pas non plus faire l'étape en intégrité, faut pas déconner. Mais est-ce qu'on parlerait pas des vins de Bourgogne? Alors je sais qu'on a les grands crus, on en parlera demain, mais demain on aura peut-être un peu moins de temps pour en parler. Alors le vignoble de Bourgogne est un vignoble situé dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de Lyon, de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Il s'étend, est-ce qu'on peut me le mettre? C'est que les trucs de base hein, que je dis. Il s'étend sur 250 km de longueur au nord de Chablis et au sud du Massonnet. Et en parlant de ça, on va pouvoir vite parler. On parlera de Dijon plus tard, mais Dijon qui est connu également aussi pour son équipe de foot, évidemment. Le DFCO. Le DFCO qui maintenant évolue en N2, je crois, non national, qui est en Ligue 1, notamment entre. Après avoir été peut-être champion de France, oui, j'ai un doute sur le DFCO. On va parler tout de suite du DFCO d'ailleurs. Ce sera peut-être un peu. Mais pourquoi on me met le DFCO classement? Je m'en fous, moi je veux parler juste... Ah putain. Moi je veux juste parler du DFCO. Donc DFCO Dijon Football Côte d'Or. Pour ceux qui ne savent pas, le Dijon Football Côte d'Or, souvent abrégé en Dijon FCO ou DFCO, est un club de football français fondé en 1998 après la fusion de deux clubs de Dijon, donc l'année où on a été champion du monde. Depuis sa fondation, le club joue au stade Gaston Gérard, principal stade de la ville de Dijon. Le manager c'est Benoît Tavenot. Le stade Gaston Gérard, champion de France de football, et la Coupe de France créée en 1998. Et les rouges et blancs leur couleur, mais là on est allé beaucoup plus loin qu'au Pays Basque. Parce que j'avoue qu'on a fait que le grand départ au Pays Basque l'an dernier. Est-ce qu'on peut juste voir le palmarès? Bon déjà 18 376 places. Meilleur buteur c'est Julio Tavares, un joueur du Cap Vert, 80 buts. Et est-ce qu'on a le joueur le plus capé par hasard? Non, on ne l'a pas. Propriétaire président, c'est Pierre-Henri Dabalon. Oui, Pierre-Henri Dabalon, et l'entraîneur Baptiste Ridira. Est-ce qu'on a le palmarès par hasard du club? Non. C'est un président depuis juillet. Il est président depuis juillet 2024 et c'est un club qui évolue en national après être relégué en Ligue 1 en 2021 avec 25 points, mais surtout 25 défaites cette année-là. Et pourtant l'année d'avant, donc avant la pandémie, ils avaient quand même réussi à battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 malheureusement. La Beaune est une cité fortifiée située au cœur de la ville viticole de Bourgogne en France, entourée de vignobles de la Côte d'Or. La ville aux rues pavées est célèbre par sa vente aux enchères annuelles de vin qui a lieu dans les hospices de Beaune, reconnaissable à son toit de tuiles coloré au motif géométrique. Cet ancien hôtel du 20e et du 15e siècle est aujourd'hui devenu musée de l'Hôtel-Dieu. Expose des chefs-d'œuvre tels que le Jugement dernier de Rogier van der Weyden, termine 661 habitants. Très bien, très bien. On a l'Hôtel-Dieu Hospice de Beaune, non, ça c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Bon, on fait beaucoup de points de culture. Bon, vous me direz, le PSG les a quand même battus, Dijon 8-0 la première année de Neymar, ce qui était quand même la quatrième plus grande défaite victoire de l'histoire du PSG. On a seulement perdu une fois 2-1, sinon première année de Unai Emery, on les bat, non, première année de Neymar on les bat aussi 2-1 chez eux. Et les premières années on doit les battre genre 3 ou 4-0, mais sinon on les bat 4-0 en 2019-2020 et puis leurs 3 derniers matchs on leur met 4-0 aussi, et 2018-2019 on leur met 2 fois 4-0 je crois.
Mais voilà, c'était une des 3 seules défaites qu'on a vues. On avait une défaite aussi cette année-là, l'année où on est en finale des champions 2-0 contre Reims. Et une finale, une défaite aussi, c'était quoi, 2-1 contre Rennes. On ouvre le score contre Dijon contre avec Mbappé. Sympa le château ici. On voit pas trop. Truc que j'ai jamais utilisé depuis des années, cette vue. Première personne, écoute, on a un plus Nielsen. Attends, de se faire une pause, on reparlera de Dijon parce que l'émission dans le final on voit le stade du DF. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Et on parle également du côté sportif. On parlera évidemment de la ville de Dijon un peu plus tard dans la vidéo. Et puis demain de toute façon il y aura la route des Grands Crues. D'ailleurs mes meilleurs amis de TF1. La semaine dernière on avait fait une vidéo. Mais on est dans les vignobles ici évidemment mesdames et messieurs. La Bourgogne-Franche-Comté. Enfin en tout cas c'est du coup la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Et également la région d'un certain Thibaut Pinot. Et oui oui. Comme quoi tout se rapproche entre guillemets. Allez, à tout de suite. Pour le sprint intermédiaire. Eh bien, nous revoici dans le final de cette étape. Qu'est-ce que je raconte? Non, de ce sprint intermédiaire. Et oui, ce sprint intermédiaire, on va s'y retrouver. Bon, j'attends toujours que Nicolas vienne nous protéger. On est un peu loin avec Dani Van Poppel. Même très loin. Là, tout le monde est en train d'accélérer. On risque pas de prendre non plus énormément de points. J'aurais dû prendre mon rouge plus tard. Hein, mais bon. On va devoir slalomer. On se retrouve totalement en 60e position là. On est absolument mal placé. On va être remonté par Nico Dens là. Allez, on va repasser parce qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui fait le sprint intermédiaire pour le moment. Allez. Est-ce qu'on est capable de battre Arnaud Démarre? Normalement, je pense que oui. Ah, on battra pas Nono. On prend seulement 2 points. Ah, c'est dommage parce que là, le placement... assez dommageable. Écoutez, on entre dans la zone de ravitaillement. Si on voit qu'est-ce qu'il fait les sprints intermédiaires. Pardon, on a Van Aert, on a Baos. On a Germain Philipsen, Jacobsen, Groenewegen, Pedersen. Alors c'est vrai qu'on aurait été sur TDF 15. On avait qui de ton aide, Démarre du coup avec Van Poppel. Évidemment sur TDF 15 je vous aurais fait les étapes en intégrité parce qu'à l'époque je détestais simuler. Mais depuis bah c'est vrai que j'ai testé. Allez, une fois je me suis ok, parce que je voulais avoir la chaîne avant le tour 2019, je me suis dit, allez, au moins on va dire on se fait les 22 km d'une étape pour au moins se préparer à faire. Mais non, j'ai quasiment pas fait, mais je préfère dans ce format là. On se retrouve tout de suite pour le final de cette étape. Après il n'y a pas beaucoup de choses aussi sur cette étape. Allez, et si on ne parlait pas du coup de la ville haute de cette étape, en tout cas ville arrivée, on va bien évidemment parler de Dijon. Dijon est la capitale de la Bourgogne, on arrivera dans la capitale de la Champagne lors de l'étape entre 3 et 3. Évidemment, région, parce que 3 ils ont un champ qui s'appelle capitale de la Champagne, je ne sais pas pourquoi. Région historique du centre-est de la France et l'un des principaux territoires viticoles du pays. Elle est connue pour les visites de ses vignobles, sa foire gastronomique en automne et ses styles architecturaux. Du gothique à l'art déco, le musée des beaux-arts datant de 1787 occupe le vaste palais des ducs et abrite une riche collection de peintures, sculptures, pièces et artisanat, et antiquités. On a entre 210 et 410 mètres d'altitude, 154 414 habitants. En 2015, bon, évidemment, en faisant le jeu des 20 plus grandes villes de France, vous savez, dans les jeux de géo, comme tu mets le test, enfin tu mets tous les noms des pays, où là j'arrivais, au bout de 50 fois j'ai réussi à mettre tous les pays. Mais j'avais très clairement, évidemment, vous en doutez, le seum, c'est parce que la seule qui me manquait à un moment, c'était Villeurbanne. Alors je te fais tout, je t'ai fait les villes, mais des villes genre je t'ai mis 3, je t'ai mis peut-être Angoulême, enfin je t'ai mis Nîmes, je t'ai mis tout ce que tu veux, je t'ai mis Rodez, non Rodez peut-être pas, j'ai mis Ajaccio, j'ai mis Bastia, j'ai mis La Rochelle, je t'ai mis tout. Et je t'ai mis Poitiers, Chartres, même Lens, alors je crois que Lens c'est 38 000 habitants. Je t'ai pas mis Calais, je t'ai mis Dunkerque, enfin je t'ai mis Valenciennes, Brest, Metz. Il reste 5 km non, c'est pas toutes les villes que tu peux penser. Limite j'ai même mis Pau, donc c'est pour vous dire. J'ai mis Saint-Denis, mais Saint-Denis, La Réunion ça passe. Voilà. Carcassonne peut-être que... Non, Carcassonne j'ai pas mis, c'est vrai que j'ai pas mis. J'aurais pu mettre Valence ici. Mais d'ailleurs Lens, on va juste voir, on s'écarte un peu. Lens, c'est combien d'habitants vite fait Lens? Pour moi Lens c'est 38 000 habitants. Hein. Il reste 3 moi, je vais vous dire ça. Le sprint est inévitable. 30 413 en 2015.
connu pour le RCL évidemment, vous en doutez. Mais Dijon, j'ai même pas parlé du patrimoine. Qu'est-ce qu'on a comme monument à Dijon? Visiblement ça veut pas m'en parler, monument, donc écoutez, on va en parler vite fait. Et voilà, on a des trucs. Je parlais de Poitiers tout à l'heure, mais là aussi on a une cathédrale. Vu qu'on a la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, on fait notre conférence avant l'heure. J'ai pas une page Wikipédia qui se met dessus. Si, vaste cathédrale historique en pierre avec tuiles à motifs géométriques et office catholique régulier du côté. Bon, ça c'est toujours de la cathédrale, pardon. Le palais de Diduc et état de Bourgogne, parce qu'on parlait du coup de la Bourgogne, duché à l'époque. Palais médiéval avec collection d'objets datant du Moyen-Âge et de la Renaissance. On a l'église Notre-Dame de Dijon, église catholique du XIIIe siècle à l'architecture gothique classique et à la façade ornée de nombreuses gargouilles. Et on a aussi la porte Guillaume. Alors cette porte Guillaume, monumentale porte de la ville, datant du XVIIIe siècle avec arcade en pierre et sculpture allégorique en relief. Et si on continue de parler justement des autres endroits, évidemment vous connaissez Dijon, ce n'est pas pour la mayonnaise ou quoi, parce qu'on met souvent mayonnaise de Dijon, mais évidemment vous vous en doutez, qu'est-ce qui est connu à Dijon? On est là aussi pour parler de la moutarde, évidemment, moutarde de Dijon. On était obligé d'en parler. Alors il faut savoir que la plupart des graines sont faites au Canada, et s'il y a une inflation à un moment, d'après quelqu'un qui était de Bourgogne dans ma classe en seconde, c'était surtout parce qu'il y a une mauvaise récolte. Et oui, ça vient du Canada, alors que on est quand même réputé pour ça en France. Ne me demandez pas pourquoi. La moutarde de Dijon est une moutarde française originaire de la ville de Dijon. Merci Wikipédia pour cela, je pense que même moi j'aurais pu te le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu plus à décrire sur cette... Bah, en fait, c'est la seule chose que Wikipédia nous explique. Même pas d'époque ou un truc comme ça, genre. Et ils abusent. C'est seulement ça. Est-ce qu'on parlerait pas de la gastronomie Bourgogne quand même? Parce qu'on a parlé des escargots, du bœuf bourguignon, de la moutarde. Et si on parle de la Bourgogne, beaucoup de plats typiquement français ont une origine bourguignonne. Le bœuf bourguignon, le coq au vin et les escargots. Aussi, la région fournit aussi le bœuf charolais évidemment. Et les poulettes de Bresse. Citons aussi les œufs en meurette qui sont des œufs pochés dans du vin. Jamais vu, jamais testé. Et le jambon persillé ou la matelote. Très très bien. Merci pour ceci. Je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour de ce qu'on peut faire dans cette escapade gastronomique. Alors demain on parlera de Nuit Saint-Georges. J'ai vu une vidéo à une époque, c'était sur le 14 juillet, enfin balle des pompiers qui se prépare à Nuit Saint-Georges. Nuit Saint-Georges, dernier vainqueur évidemment, c'était en 2007, c'était un certain Marcel Kittel. Évidemment. C'est vrai qu'on pourrait faire les historiques des étapes du tour. Eh bien écoutez, je vous reprends plus tôt que d'habitude, mais j'apprécie parce que franchement à un moment ils étaient revenus à 35 secondes, j'ai contré avec à l'heure. Et puis après j'avais plus d'énergie donc je me suis relevé. Mais au final vous en doutez bien évidemment, échappé à 52 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. C'est du pur bonheur. Ah non mais là j'aurais pas pu imaginer que ça allait aller au bout. Parce que le théorème de Robert Chapat c'est une minute par tranche de 10 km. Mais là il faudrait être sacrément costaud pour leur récupérer cette minute. Bon par contre là évidemment c'est enfermé. Écoutez on va tenter quelque chose avec le Van Poppel. C'est totalement débile peut-être. Et bon écoutez l'échappée devant personne n'arrive à leur récupérer du temps. Peut-être qu'en partant en contre on arrivera à récupérer 2-3 secondes. Surtout qu'on n'est pas du tout la personne la plus favorite de cette étape et qu'on s'est rapproché mine de rien à moins de 30 secondes. Bon le peloton, le problème c'est que eux aussi vont revenir sur nous, mais c'est pas encore joué pour eux qu'ils reviennent. Sur nous également, on tente quelque chose. De toute façon on sait qu'on est un peu moins rapide que les autres favoris du peloton. Écoutez ils arrivent même pas à revenir sur nous pour le moment, même s'ils sont à bloc. Donc bon écoutez, on tente quelque chose. Écoutez, on est en contre-attaque face à Magnus Kortnissen, faut aller la chercher. Cette contre-attaque sur Kortnissen, il en peut plus. Mais le peloton n'arrive pas non plus à récupérer Van Poppel. Donc en vrai, je sais pas si c'était un bon coup. Parce que si on peut arriver avec 2-3 secondes d'avance au niveau du sprint final, on aimerait bien. Voilà, on va même limite le récupérer. Kortnissen, il leur remet une petite. On a toujours 3 secondes d'avance sur le peloton. On arrive. Ils arrivent, ça, ils nous ont enfin récupéré le peloton. On va arriver dans ce final un peu plus technique, peut-être du côté de Dijon. On les aura récupérés à 4 km de l'arrivée. Est-ce que ça aurait été débile? Peut-être, mais est-ce que sans ça on aurait pu les récupérer? On ne le sait pas.
On a tenté, il nous restait beaucoup de bleu, plus le gel. Écoutez, de toute façon, le gel, il ne doit pas servir à grand chose limite à certains moments. Faut juste qu'on bascule à chaque fois dans les premières positions au niveau des virages notamment. Et qu'on se fasse pas enfermer parce qu'on connaît la logique TDF à toujours se faire enfermer. Pedersen lâché. Alors celle-là, je m'y attendais, mais absolument pas. Pedersen lâché. Écoutez, pourquoi pas. Mats Pedersen distancé, ça en fait un de moins côté favori. Qui est tombé hier en plus IRL. Au moment où on voyait la vidéo, au moment il est minuit, donc on peut dire que c'était hier. Attends, évidemment, on se prend la roue d'un Rui Costa qui ne va pas faire le sprint. Allez, Van Poppel, on est obligé de toute façon de lancer. Et ta mère, putain. Pardon la porte, mais bon, à un moment, c'est bon. Hein. Allez, on remonte peut-être avec Van Poppel. Ici, on va prendre l'aspiration d'un certain Brian Cocard, notamment. On va totalement s'effondrer. On va faire 10ème. Alors, c'est d'autres moins bon sprint. Mais honnêtement, on était totalement fermé au début. Je vais dire, insulter la porte, mais c'est bon. Comment il nous a bloqué, surtout pour que Van Aert soit même pas dans sa roue en plus. Tout le monde normalement rentre dans les délais, mais on prend que peu de points hein, pour le maillot vert sur cette étape. On n'est pas le mec le plus dangereux pour ce classement aussi pour le moment. Ah, il nous en manque peut-être un peu au niveau des sprints honnêtement. Hein. La vie on fait podium en pic de forme, l'ancien on était en forme classique donc un peu plus compliqué. Victoire de Jasper Philipsen, le jaune pour David Gaudu, toujours le maillot vert pour Jasper Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Alexander Vlasov et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Et que quand je repense à l'époque le Tour 2019, comment c'était kiffant à voir. Écoutez, en 3h34 minutes et 59 secondes et 10 secondes de modification, c'est le Belge de l'Alpecin de Koenig, Jasper Philipsen qui s'impose du côté du classement général. Après le classement de l'étape, c'est forcément le classement général. Qu'on vérifie, c'est David Gaudu, corps français de notre équipe de la Groupama FDJ en 26h07 minutes et 56 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur tout simplement. C'est toujours avec 31 points Alexander Vlasov, le russe donc neutre dans le jeu, enfin de nationalité neutre dans le jeu. De la Red Bull Bora, notre équipe avec 31 points qui est en tête du côté du classement par points. Sélection 56 points, Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig. On est très très long, on a 90 points de retard du côté du classement des jeunes. Bah, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step, avec en 26h, 7 minutes et 59 secondes. Nous on n'a personne. Du côté du classement par équipe, en 78h, 40 minutes et 12 secondes, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Bora, notre équipe du coup, et puis du côté du classement à compétitivité, c'est Matteo Sobrero, l'italien, avec 384 km de la Red Bull Bora, donc notre équipe. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettez la cloche de notification, likez, partagez, commentez, et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce tour en temps réel avec la Red Bull Bora Enduro.